Boycotter Nestlé et Dostoïevski, bannir carrément la lettre Z de l'alphabet parce qu'elle rappelle le sigle pro-Poutine. Le bashing anti-russe gagne presque tous les fronts aujourd'hui, économique, culturel et moral. C'est l'arme de l'opinion publique occidentale contre les chars russes en Ukraine, la sanction au-delà des sanctions. Mais est-ce bien utile? La question se pose d'ailleurs aussi pour les sanctions, alors même que nous continuons à rouler et à nous chauffer avec de l'énergie dont le revenu alimente apparemment la guerre en Ukraine. Jusqu'où devons-nous punir les Russes pour ce qu'ils sont et avec quels effets à court et moyen terme? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point, avant de retrouver en fin d'émission Alexandre Kominek pour son point de vue évidemment très personnel sur la question. Bienvenue à vous toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table et en duplex de Paris. Anne Niva, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous, grande reporter indépendante, spécialiste de la Russie et autrice de nombreux livres, parmi lesquels Chienne de guerre, publié en l'an 2000, ou le récit de vos mois passés sous les bombes russes en Tchétchénie, autre guerre. Prix Albert Londres pour ce livre. Et plus récemment, d'un continent derrière Poutine, point d'interrogation, une question évidemment à laquelle on essaiera de répondre ce soir. Un essai paru en 2018 et que vous vous apprêtez à rééditer avec une toute nouvelle préface aux éditions Point Poche. Johanna Gapani, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints de votre fief bullois. Vous êtes conseillère aux États et vice-présidente du Parti libéral radical suisse. Le parti, faut-il le préciser, d'Ignacio Cassis, actuel président de la Confédération, et notre ministre des Affaires étrangères, Philippe Val. Bonsoir. Bonsoir. Présent ici chaque semaine, merci Philippe, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo et auteur, vous aussi, d'une foultitude de livres, parmi lesquels Allegro Barbaro, paru en 2020, ou le récit un peu romancé de vos propres pérégrinations durant une autre guerre à l'Est, en ex-Yougoslavie. Aimé Tinarditi, bienvenue. Bonsoir. Merci aussi d'être parmi nous, à la fois homme d'affaires et écrivain extrêmement prolixe. Un homme de culture aussi, vous êtes notamment ambassadeur de l'UNESCO pour le dialogue interculturel et un amoureux de la Russie qui vous avait consacré de nombreux voyages et un roman, La confrérie des moines volants, paru en 2013 chez Grasset, qui commence sous le règne de Staline et se poursuit sous le règne de Vladimir Poutine. Et enfin, Blaise Mathey, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous serez ce soir, vous, Blaise Mathey, le représentant de l'économie, directeur général de la Fédération des entreprises romandes, membre des comités d'à peu près toutes les fêtières, enfin de toutes les fêtières économiques suisses. Vous siégez également au conseil d'administration de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Bienvenue à toutes et tous. Et je commence directement avec vous, Anne Niva, avec cette question: jusqu'où faut-il punir les Russes pour ce que Vladimir Poutine fait aujourd'hui en Ukraine? Je suis désolée de vous dire que c'est pas à moi de le dire. Moi, j'ai pas le pouvoir de punir ou de pas punir. Simplement, ce que je peux dire, c'est ce que l'effet de cette punition produit chez les Russes. Ce que j'ai observé parmi ce peuple où j'ai vécu 10 ans et avec tous les contacts que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Quand même, même un autocrate comme Vladimir Poutine ne peut pas rester indifférent justement à son opinion publique. Donc, on va se rendre compte très vite des effets de cette guerre. Mais il est clair que les Russes ne sont pas tous justement tel un seul homme derrière Vladimir Poutine. Je posais déjà la question en 2014 après l'annexion de la Crimée, mais on peut se la poser encore plus aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux, près de 200 000, dit-on, ont quitté la Russie pour aller dans les pays voisins, juste dans le sud, en Géorgie, en Arménie, où ils sont justement dans cet étranger proche, cher à Vladimir Poutine, prêts à revenir si la situation s'améliorait. Mais s'ils sont partis, c'est que justement, ils ne peuvent plus vivre dans ce pays qui, à leurs yeux, ne leur permet plus de se développer économiquement, sociologiquement, mentalement presque. Et puis, il y a tous ceux qui subissent la propagande, il faut bien le dire, la propagande éhontée, la propagande à des niveaux rarement atteints, médiatiques russes, qui sont la grande majorité du peuple russe,
qui ne peut pas savoir, et on peut aussi se demander parfois si elle veut véritablement savoir. Et là, il faudrait essayer de parler, ça serait long, mais je crois qu'il faut se poser la question des différences de vision du monde entre celle des Russes, menée par le leader Vladimir Poutine, et celle des démocraties occidentales libérales comme la nôtre. Elles ne coïncident pas du tout. Et donc vous dites c'est utile, ce bashing, au-delà en plus des sanctions, c'est utile pour faire pression sur les Russes et à travers eux sur Vladimir Poutine. Je ne dis pas que c'est utile, je n'en sais rien et je crois que personne ne peut dire véritablement si c'est utile ou pas. En tout cas, c'est une réaction puissante, c'est une réaction émotionnelle qui est inédite, ça ne s'est jamais produit, ni par rapport aux sanctions de l'Iran, ni par rapport aux sanctions de l'Irak. Et ça, les Russes, effectivement, le disent, ils le soulignent, ils se sentent véritablement soumis à un régime qui n'est pas le régime des autres peuples qui ont eu également droit à des sanctions. Et donc, forcément, ça va avoir des conséquences dans l'avenir de nos relations, puisque les relations avec la Russie ne vont pas tout d'un coup disparaître parce que Vladimir Poutine a décidé tout seul qu'il allait faire la guerre en Ukraine. Il faut parler même à son agresseur. Je vous rappelle que pour faire la paix, c'est quand même le but maintenant. Il faut être deux et que donc on va devoir être obligé de continuer à parler à Vladimir Poutine et que derrière Vladimir Poutine, il y a tout un peuple russe qui existe, qui va continuer à essayer de voyager, de se développer, même si aujourd'hui il en est empêché parce qu'il est sous le choc, comme nous le sommes tous, mais avec son histoire, une histoire particulière, il est sous le choc, sidéré, dans un effet de sidération de cette guerre dont il ne connaît pas tout à fait l'ampleur. Metin Arditi, vous qui êtes pour le dialogue interculturel, vous pensez effectivement que justement faire pression, y compris en bannissant des auteurs russes, Moussorski, Dostoïevski, c'est utile? Ça n'a aucun sens. Alors ça, vraiment, bannir la culture dans cette histoire, c'est débile. Franchement, ça me rappelle quand il y a eu l'invasion de l'Irak en 2002. Vous savez, la France n'a pas suivi les États-Unis. Moi, j'étais aux États-Unis. Alors, le French fries était débaptisé. On parlait français dans la rue et les Américains ne nous parlaient plus, ne nous regardaient plus. Non, ça, c'est débile. Maintenant, le bashing, ça recouvre beaucoup de choses et ça mérite quand même une petite précision. Il y a d'abord les décisions des États, soit de l'Union européenne, soit des États en eux-mêmes, qui sont des sanctions économiques. Qui sont des sanctions économiques. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, il y a le bashing, c'est-à-dire taper sur la Russie, les Russes, par toutes sortes de moyens, par les réseaux sociaux. Ça, ma foi, on n'y peut rien, et je crois que surtout, il ne faut pas y toucher, il faut laisser ça tout à fait libre. Sans ça, on rentre, nous-mêmes, nous allons rentrer dans une dictature. Les médias, ils disent ce qu'ils veulent, et c'est juste aussi qu'ils disent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. La censure doit être censurée. Il reste censurée. Ah oui, absolument. On ne va pas s'appliquer une censure à nous-mêmes. Comme la Suisse a refusé de faire, justement, les médias russes, Sputnik, doivent être interdits. Oui, moi je crois que la censure doit être censurée. Et puis, il reste donc les États et puis les grands groupes. Et je crois que là, il faut laisser de nouveau à chacun le soin de prendre ses responsabilités et de décider. Et ce que Anne a dit tout à l'heure me paraît vraiment très important. Et c'est assez subtil, du reste, de trouver... N'est-ce pas ? Il y a deux complexités dans cette affaire. La première, c'est que chaque État ou chaque entreprise, évidemment, vise à donner d'elle ou de lui une bonne image. C'est légitime. En quoi est-ce que cette image, du fait des décisions que l'État prend, que l'entreprise prend, favorise ou facilite la fin de la guerre? Ça, c'est une première complexité. Ce n'est pas du tout évident qu'il y ait recouvrement. Et puis la deuxième complexité... Mais comment on la tranche, ça, justement, cette question? C'est très difficile à dire, il n'y a pas de miracle. Nestlé appelle au boycott de Nestlé, je vais donner après la parole à Joanna Gavarni, mais appel au boycott de Nestlé, ça c'est quelque chose se justifie aujourd'hui? Non, pas du tout. Je trouve qu'au contraire, la position de Nestlé est une position très réfléchie, très modérée, très équilibrée. Mais disons, il y a Nestlé, il y a Auchan, il y a Total. Chaque entreprise doit prendre position
Et cette position-là peut ne pas correspondre à ce qu'il y a de plus favorable pour terminer la guerre. Et ensuite, il y a l'autre question à laquelle Anne faisait référence et qui est très importante, c'est-à-dire qu'il y a un après. On est appelé à tout faire pour freiner cette guerre et la faire arrêter, mais pas à n'importe quel prix. Alors l'après, on va voir. Hein. Peut-être restons sur la question justement aujourd'hui du positionnement des entreprises. Avant de vous interroger là-dessus, on va juste voir un extrait. Un extrait, c'était le 19 mars sur la place fédérale à Berne. Votre conseiller fédéral, Ignazio Cassis, président de la Confédération, qui jouait les chauffeurs de salle, ou plutôt de place, avant le discours de Volodymyr Zelensky. On les écoute tous les deux en extrait. You are welcome. Mr. President, dear Volodymyr, do you hear me? Yes, I hear you, Mr. President. Great. Wonderful to see you. Thank you for being with us today in Bern. Les affaires avec la Russie fonctionnent bien, alors que nos enfants meurent. Bonne nourriture, bonne vie, c'est le slogan de Nestlé, une entreprise suisse qui ne veut pas quitter la Russie. Votre conseiller fédéral qui assiste justement à la désignation publique, comme ça, à la mise à l'index par Volodymyr Zelensky de Nestlé. Vous cautionnez, Johanna Ghepani? Moi, je crois que c'est d'abord important de replacer les choses dans leur contexte parce que la situation est extrêmement complexe. On l'a vu, l'histoire aussi est complexe. Et aujourd'hui, il faut distinguer ce qui est du ressort de l'économie, ce qui est du ressort des organisateurs culturels et sportifs. On aura aussi l'occasion d'en discuter. Et puis, ce qui est du ressort du politique. Et je pense que c'est plutôt là-dessus que je veux dire quelques mots aujourd'hui parce que c'est là que c'est important aussi. Mais sur le PLR qui, justement, soutient, ou en tout cas n'a pas condamné, juste après les paroles de mise à l'index de Volodymyr Zelensky de Nestlé, le PLR soutient justement ce type de blâme moral, en tout cas sur ces entreprises, notamment suisses. Et public. Alors le PLR n'a pas eu besoin de grands débats, en fait, pour prendre très rapidement position dès le moment où on a appris déjà que la guerre commençait en Ukraine. Dès les premiers instants... Il y a eu des petites hésitations. Alors, à l'intérieur du PLR, pas du tout. On a condamné fermement l'attaque de l'Ukraine dès les premiers instants. On a demandé au Conseil fédéral donc de notre pays de mettre ses moyens à disposition en termes humanitaires, en termes aussi de services, puisqu'on a des compétences et des connaissances au niveau diplomatique, que je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde que cette guerre se termine aussi vite que possible, mais aussi dans une issue pacifique. Et donc, au niveau politique, la ligne, elle est très claire. En fait, on est du côté de l'humain. Ce qui se passe en Ukraine, c'est dramatique. Et ce que subit aujourd'hui aussi la population ukrainienne et aussi la population russe, eh bien, je crois que ça fait plaisir vraiment à personne. Et on a tous intérêt à ce que ça se termine au plus vite. Par rapport à Nestlé en particulier... Là, je vous donne plus mon avis personnel. J'ai entendu les propos du président ukrainien. C'est un président dont j'admire le comportement depuis le début de la guerre, je vous l'avoue. Aussi en tant que politicien, quand même, on est un peu marqué par ce qui se passe et par son comportement et par sa ténacité. Et maintenant, je comprends cette émotion. Je comprends que tous les éléments doivent être mis en avant. Par contre, je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de la population, de la priver de médicaments ou de la priver d'accès à des biens de première nécessité, comme notamment. Ceux dont on parle. Nestlé parlait notamment des biens pour les maternelles ou pour les enfants. On peut parler aussi de la nourriture. Aujourd'hui, le but des sanctions qui sont prises, ce n'est pas de créer un nouveau conflit au-dessus de ce conflit. Là, je crois que la guerre en Ukraine, c'est les dirigeants russes qui l'ont décidé. Ils en sont responsables. Et bien évidemment, on ne peut pas rester passif et on va en parler. Mais par contre, on ne peut pas non plus créer de nouveaux conflits derrière. Blaise Mathey, économie suisse, l'affaire a applaudi justement à la mise à l'index comme ça de Nestlé. On n'a pas applaudi à la mise à l'index. La discussion a été très globale. Je sors du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail. On a eu ce débat. Faut-il couper tous les ponts ? Vous savez que l'économie n'aime jamais couper les ponts, l'économie n'aime pas les conflits, donc la condamnation de principe, elle était là depuis le début. Même mes collègues russes l'ont faite.
ne sont pas condamnés le conflit, sont inquiétés des conséquences sur l'économie russe de ce conflit. C'est pas bon pour les affaires. Après, tout est dans la question de la nuance et de la façon dont on le fait. S'agissant en particulier de tous les liens que nous avons avec la Russie, fallait-il les couper, comme ça a été demandé, en partie fait, par exemple pour la coopération technique ou pas? La réponse, c'est que je pense que ce n'est pas le meilleur moyen, d'essayer de trouver quelqu'un pour qui il faut sortir du conflit avec lequel on va négocier. Donc c'est la première des choses. La deuxième, c'est que dans une perspective de reconstruction, on a besoin de la coopération technique. Et donc, se couper de ça, ça veut dire revenir par la suite avec des équipes, ce qui va être compliqué, ce qui va coûter. Donc on aurait mieux fait, à mon sens, de maintenir ces liens, tout en condamnant ce qui a été fait fermement, cette agression, parce que ça nous permettait de partir sur des bases différentes et meilleures. Donc en l'état, je constate qu'on va probablement trop loin par rapport à ce qu'il est souhaitable. Philippe Val, ça justement, cette espèce de moralité, mais qui est un peu à double tranchant. Alors, pas, mais parce que finalement, les gens continuent de rouler, effectivement, ils ne demandent pas l'arrêt du pétrole russe, les États non plus ne le demandent pas. Non. Et les États, il n'y a pas une forme d'hypocrisie dans tout ça, justement. La raison d'être première des États, la première raison d'être d'un État, c'est la paix. Il ne faut pas oublier ça, c'est comme ça que ça marche. Et l'Ukraine est en train de se faire écraser par des bombes, des villes ukrainiennes. Et on essaye là pour la première fois quelque chose, c'est de gagner une guerre sans la faire, par des mesures de rétorsion économique. C'est la première fois. D'habitude, on y va. Là, on n'y va pas pour des raisons qu'on connaît, parce que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Mais la vraie raison, c'est parce qu'il y a la bombe atomique. C'est pour ça qu'on n'y va pas. La vraie raison, c'est ça. La bombe atomique chez Poutine. Mais bien sûr. Donc, on fait ce qu'on peut. Il faut être très dur sur les mesures économiques. Il faut être très dur. Mais est-ce qu'on l'est assez aujourd'hui? Sinon, c'est les bombes. Mais est-ce qu'on l'est assez aujourd'hui, justement? Non, sans doute pas. On dit qu'effectivement, le nerf de la guerre, c'est le pétrole et le gaz. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas d'État, à commencer par la France, qui a demandé justement d'arrêter de s'approvisionner en pétrole russe. Bien sûr, mais bon, alors on pourrait arrêter la guerre. Enfin, si les Grünen allemands n'avaient pas convaincu Angela Merkel de fermer les centrales nucléaires, on couperait le gaz et il n'aurait pas ces 800 millions d'euros par jour, Poutine, pour faire la guerre, et la guerre s'arrêterait. Donc, voilà, c'est ça aussi la réalité de cette guerre. Quand boycotter Dostoïevski, tout ça est grotesque, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en plus, c'est compliqué parce que, autant pour les Européens, les sanctions contre la Corée du Nord ou contre l'Iran sont des sanctions qui nous laissent assez indifférents. On dit oui, ils ont qu'à plier et puis c'est tout. Avec les Russes, c'est différent parce qu'on a une culture commune très forte et on ne déteste pas les Russes. Non pas qu'on déteste les pauvres Coréens du Nord ni les malheureux Iraniens qui sont sous le joug des mollahs, mais on a une vraie complicité d'Européens. Enfin, même si toute la Russie n'est pas très européenne, c'est néanmoins une culture qui nous est très proche et on n'a pas envie de les étrangler. Mais il faut pourtant. Et je lisais un papier ce matin dans un journal de lycéens, je lisais à propos de lycéens, de jeunes universitaires. La moitié ne veulent pas parler de cette histoire, ne se soucient pas, parce que la peur, il faut savoir que le déclaratif, les sondages d'opinion dans une dictature comme celle de Poutine, qui quand même est assez raide et qui fait peur, parce que quand on est arrêté par la police, on se fait tabasser, enfin voilà. Ils disent « Oh bah non, tout va bien », ils préfèrent croire pour pas être emmerdés. Mais il y a quand même près de la moitié des jeunes qui commencent à dire c'est horrible ce qui se passe, c'est inacceptable, on en a marre de vivre dans ce pays. Et ce que disait Anne Niva tout à l'heure est vrai, il y a des gens qui commencent à partir dans les républiques autour. Et il y a quelque chose qui se passe en Russie, parce qu'ils vont être privés de choses qui leur sont chères. Et même la question de la liberté d'expression, ils voient, la censure, elle est à la télévision tous les soirs en Russie, mais ils voient fermer les journaux libres. Ça, Poutine ne peut pas cacher que le prix Nobel de la paix de cette année, eh bien, il a fermé son journal la semaine dernière. C'est fini. Donc ça se voit beaucoup quand même. Les gens sont très mal à l'aise et il y a un malaise qu'on partage avec eux parce qu'on se sent proche d'eux.
Oui, mais Hanniva, justement, vous, selon vos informations, c'est très compliqué effectivement d'avoir une appréhension totale de ce qui se passe en Russie, mais selon vos informations, est-ce que c'est représentatif, justement, ces gens qui quittent la Russie, ces gens qui manifestent ou qui essayent de manifester encore, ou bien est-ce que c'est limité justement à une sorte d'intelligentsia, même à la population des villes, moscovites, Saint-Pétersbourg, à votre avis ? Il n'y a que les sondages qui sont représentatifs. Donc là, on n'est pas en train de faire un sondage. Il faut souligner le fait que la Russie est devenue un trou noir informationnel. Et ça, personnellement, ça m'attriste beaucoup et ça va avoir des conséquences importantes. Donc il va falloir que nous, journalistes, continuions à retourner en Russie. Et pour cela, il faut des visas, donc il faut se faire accepter, etc. C'est pas gagné pour le moment. Mais voyez, quand même, on a énormément d'informations sur l'Ukraine, sur la guerre, et c'est bien normal, tout en n'ayant pas, par exemple, on n'en a pas sur la ligne de front, puisqu'il n'y a personne qui est sur la ligne de front du côté de l'armée ukrainienne, et encore moins du côté de l'armée russe. Mais on n'a personne du côté de la société russe. Donc c'est la première fois quand même dans l'histoire des médias que ça se produit. C'est une façon différente de faire la guerre, comme a dit tout à l'heure Philippe Val. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que comment peut-on prétendre gagner une guerre en ne la faisant pas? C'est une question quasi philosophique, mais à laquelle il va falloir s'habituer, puisque les récentes guerres que j'ai couvertes, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, etc., nous, occidentaux, ne les avons pas gagnées, donc on rechigne à y retourner. Mais en même temps, il faut quand même être sur le terrain pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe. Donc, ce dont je vous ai parlé, je ne sais pas si c'est représentatif ou pas, mais c'est notable. C'est notable et c'est déjà important. Je ne peux pas en tirer de conclusion hâtive, mais en 2014... Est-ce qu'on sait si justement les gens commencent à souffrir de ces restrictions concrètement? Est-ce qu'il y a des famines, pourquoi pas, qui s'annoncent? Qu'est-ce qu'on en sait ça aujourd'hui? Mais bien sûr que oui, tous les gens qui ont des contacts avec des citoyens russes comme moi et d'autres le savent. Mais est-ce que ça sera suffisant pourquoi d'ailleurs? Pour obtenir quoi? Un soulèvement du peuple contre Vladimir Poutine? Ça, je sais que c'est le rêve des médias occidentaux, mais enfin le temps médiatique n'est pas le temps du changement politique, y compris révolutionnaire. Tout va se passer très lentement, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas dramatique ce qui se passera en Russie. Je pense que vraiment c'est important. Mais je termine sur le fait qu'en 2014, quand les Russes ont pris la péninsule de Crimée, quand ils l'ont annexée, eh bien là, tel un seul homme, pratiquement, la population russe était derrière son leader Vladimir Poutine. Même les opposants à Vladimir Poutine avaient bien du mal à trouver que c'était une mauvaise chose d'avoir récupéré la Crimée. Aujourd'hui, on est en 2022 et on n'a pas du tout cette union de la part de la population russe. Donc ça, je crois qu'il faut ne pas cesser de le souligner. Bien sûr, ceux qui sont partis sont les catégories socio-professionnelles, disons, moyennes plus, les gens qui travaillent dans les médias, qui travaillent dans la publicité, qui travaillent comme managers dans des entreprises qui peuvent continuer à travailler devant leur ordinateur sans aller physiquement au bureau, etc., etc. Donc, ce ne sont pas les ouvriers, les fonctionnaires de l'immense fédération de Russie. Mais ça ne veut pas dire que, si vous voulez, la Russie, moi je le dis depuis longtemps, et c'est pas un scoop d'ailleurs, est une société vivante. Ça n'est pas une société immuable qui est enfermée dans quelque chose. Donc, on va peut-être avoir des surprises du côté de la société russe parce que les pertes militaires russes sont fortes et ça, les Russes n'y seront pas indifférents. Alors, on va continuer dans quelques instants ce débat, justement, pour savoir quels vont être les effets de ces pressions et aussi savoir si, justement, les Russes et les Occidentaux se comprennent encore. On se retrouve dans quelques instants. Le point de retour, jusqu'où faut-il punir les Russes et avec quelles conséquences? On continue d'en parler avant de retrouver Alexandre Kominek. Ce sera en fin d'émission. Et donc, on continue ce débat sur les conséquences. Mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête un petit instant sur ce qu'a dit Philippe Val. Hein. On aime la culture russe. À votre avis, Metin Arditi, on la connaît si bien, cette culture russe? Et est-ce qu'on l'apprécie vraiment? Alors, je pense qu'on connaît bien la culture russe. Je ne suis pas sûr qu'on connaisse bien les Russes. C'est autre chose.
On lit Dostoïevski, mais on ne sait pas comment... C'est pas parce qu'on connaît Balzac qu'on connaît les Français, c'est ça? Exactement, exactement. Moi, je me souviens d'une lecture où ma petite compréhension de la Russie a démarré. C'était un livre écrit par un certain Nicolas Ross, un Russe d'origine, qui raconte l'histoire des Russes émigrés à Paris entre 1918 et la Deuxième Guerre mondiale, autour de la cathédrale Alexandre Nevski, à la rue Daru, et autour de Monseigneur Eulage. Et ce qui m'a frappé dans ce pavé, qui est vraiment un récit, une sorte de journal, ce qui m'a frappé, c'est que souvent vient l'expression « notre Sainte Église », et aussi souvent vient l'expression « la Sainte Russie ». Et il y a là un attachement mystique qui nous échappe totalement. Totalement. Et si on veut le contre-exemple de cela, il suffit de penser aux privatisations à la chute du communisme. Elles ont été faites avec une légèreté incroyable. Et là, on voit que ce pays n'est pas comme nous en Occident. Il ne fonctionne pas à l'argent. Il fonctionne à autre chose. Bien sûr, l'argent est important, et puis il y a de la corruption, il y en a partout, on est d'accord. Mais voyez comment tout le patrimoine du pays a été distribué. Résultat, en fait, ce n'était pas le point central. C'est autre chose. Le point central, il rejoint ce récit des rescapés du bolchevisme à Paris qui sont attachés à leur terre autant qu'à leur église. Ça, c'est très... Et j'ai été par la suite plusieurs fois à la rue Daru, à Alexandre Nevski. Il faut voir la ferveur des gens. Ça, c'était il y a très peu d'années. Et le renouveau de l'Église, après que les gens d'Église aient été massacrés pendant le soviétisme, le renouveau, la vivacité... Russe, avec le régime stalinien aussi. Et le régime de Poutine. Elle était dans une drôle de situation, cette Église. Mais néanmoins, elle a vu à peu près 50 000 églises, bâtiments églises détruites, et à peu près 200 000 membres du clergé, surtout des hommes, mais aussi des femmes, tués et torturés d'une façon qui pourrait servir d'exemple aux tortures chinoises. Hein, vraiment, c'était ça. Donc, il y a quelque chose dans ce pays qui dépasse l'argent, qui dépasse notre logique. Mais, vous savez, vous êtes d'accord, ouais. Non, oui, enfin, mais ce que vous dites est vrai pour tous les pays. Mais si, bien sûr. On se croit le plus cynique quand on dit c'est l'argent qui mène le monde, etc. Non, le plus cynique, c'est celui qui comprend que ce sont les idées qui mènent le monde. Regardez, Xi Jinping, lui-même, il pourrait bénéficier davantage de la prospérité faire prospérer davantage la Chine, comme Deng Xiaoping l'avait fait, mais il a préféré, pour des raisons idéologiques et de conservation du pouvoir, des raisons de nationalisme, et Poutine pareil, perdre de l'argent, perdre de la considération, perdre un tas de choses, parce que les idées, c'est une guerre idéologique qui se produit là en ce moment en Ukraine. C'est quand même un régime autoritaire contre une démocratie qui est contaminée par les démocraties européennes. Et les démocraties européennes sont prêtes à perdre un fric fou, parce que les sanctions, on les paye aussi très cher. Nous, il ne faut pas oublier ça. Hein. Eh bien, on préfère perdre de l'argent pour garder notre honneur de citoyen libre, avec les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, etc. Oui, non, mais l'argent... On croit quoi qu'on dise ne mène pas le monde. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et le grand récit russe, le grand récit russe, c'est que la Russie, c'est 11 fuseaux horaires. Entre ceux qui habitent dans la ville italienne de Saint-Pétersbourg et ceux qui sont dans des yourtes au fin fond de l'autre côté, forcément qu'il faut un grand récit dingue pour tenir tout ça ensemble. Parce que c'est le dernier pays qui vit avec des colonies, la Russie. J'aimerais entendre Blaise Mattel, l'argent ne mène pas la Russie aujourd'hui. Attendez. Ouais. Sur la question des valeurs, je vous rejoins complètement. Je pense qu'on a d'un côté une absence de valeurs contre des valeurs. Et le problème, c'est que l'absence de valeurs veut justifier son existence parce qu'elle sait qu'elle est vide face aux valeurs. Nous sommes les derniers tenants de valeurs. Et une partie du problème est là actuellement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut bien réfléchir à la question de savoir ce qu'on défend fondamentalement. On défend l'économie parce qu'elle est porteuse, elle aussi, d'un certain nombre de valeurs.
Parce que dans cette économie, on sait qu'on va trouver de l'emploi, parce que l'emploi, ça sera aussi ce qui va faire que les institutions vont fonctionner. Et tout ça est lié en permanence. Je suis d'accord avec vous, l'un ne va pas sans l'autre. Jamais sans l'autre. Jamais. Alors, avant de donner la parole ce que vous dites fait totalement l'impasse sur la dimension religieuse de ce conflit. Oui, attendez, il y a Anne-Niva qui demande la parole. On vous écoute, Anne-Niva. Non, j'en tiens compte. Attendez. Très court. C'est pas une absence de valeurs versus des valeurs qui sont les nôtres, parce que quand on dit ça, forcément, on est dans la dissension, mais on est dans deux systèmes de valeurs différents. Vladimir Poutine n'est pas fou, il a un raisonnement qui lui est propre, il a une vision du monde qui lui est propre, elle est partagée par beaucoup de Russes, ça n'est pas la même vision que la nôtre, ça s'appuie sur une vision et une identité du monde russe qui sont différents des nôtres. Ça, c'est le principe de base, c'est nos différences. Johanna Ghapani, justement, la morale de l'économie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une réalité. Mais je pense que ce qui a été dit démontre exactement ce à quoi on fait face aujourd'hui. On est face à des pays qui sont différents, on est face à des systèmes politiques qui sont différents. On est effectivement face à des valeurs qui sont différentes. Est-ce qu'on appréhende bien le système politique russe en Suisse? Nous, on n'est pas là, et moi je ne suis pas là non plus pour dire que ces valeurs sont meilleures que les autres. Aujourd'hui, on est dans un monde, on se rend compte... Quand même. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais... Je ne dis pas que ce qui se passe en Ukraine est juste. Je dis simplement que les valeurs qui sont partagées par la population russe, en l'occurrence, sont peut-être pas moins bonnes que mes valeurs. Ah bon? Et cette population, je ne pense pas qu'elle est pas moins bien que moi. Enfin, cette population est pas moins bien que moi. Et je distingue vraiment la population russe des dirigeants russes. Et je pense qu'on peut condamner ce que fait les dirigeants russes. Et je condamne fermement cette attaque et cette guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Mais je ne pense pas que la population russe soit moins bien ou pense moins bien ou soit... elle est différente. Non, mais ça, elle est différente. Et au niveau politique, je pense que... Et au niveau économique aussi, quand on travaille avec un pays, quand on commerce avec un pays, quand on discute d'accord avec un pays, on est conscient qu'on a des différences. Est-ce qu'on est conscient qu'on a autant de différences? Et où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'on met le curseur? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde va se dire pourquoi est-ce qu'on a commercé avec la Russie? Mais aujourd'hui, on commerce avec la Chine, qui n'est pas forcément non plus un modèle de démocratie, et avec le Qatar, qui n'est pas non plus pour trouver des solutions justement à la crise russe. Donc, où est-ce qu'on fixe le curseur comme politique? Où est-ce que le Conseil fédéral, puisque ça me concerne directement, doit fixer le curseur pour les accords qu'il va sceller ou pas avec des pays qui ne sont pas... comme lui. Enfin... Alors, cette guerre, déjà, elle change évidemment la donne et on va devoir en tirer la leçon parce qu'il y a la question de à quel point on s'est rendu dépendant aussi de ces pays-là. On parlait des sanctions économiques, on dit qu'effectivement, on continue quand même à se chauffer au gaz russe. Enfin, on continue quand même à bénéficier aussi. Il n'y a pas de sanctions non plus contre le trading en Suisse, qui est un des plus grosses places de trading, justement, des matières premières, et notamment le pétrole en Suisse. Il y a pas, pour ça, c'est pas touché par les sanctions actuellement. Alors, avec le temps, on a une certaine dépendance et on a un problème en Suisse. Ça, c'est particulier. C'est d'avant la guerre en Ukraine. On a un problème de sécurité d'approvisionnement énergétique qui est un réel problème, qui était déjà le cas avant la guerre et qu'on doit absolument résoudre et qui est encore plus mis en évidence avec cette guerre en Ukraine. Donc maintenant, jusqu'à présent, on est parti sur le principe qu'on n'isolait pas ces pays-là et qu'on commerçait avec et qu'on travailler avec. On est allé jusqu'à travailler beaucoup avec, je pense, et justement, à ce niveau-là, on doit être moins dépendant, sans doute, parce qu'on se rend compte qu'avec une situation comme celle-ci, on est un peu pieds et mains liés et on a des difficultés à sortir de cette situation. On est dépendant sur certains points et ça, c'est un élément qu'on doit véritablement retenir. Mais justement, par exemple, la Chine, aujourd'hui, est-ce qu'on doit anticiper, se dire que finalement, avec le Qatar, on va peut-être pas signer de nouveaux accords, avec la Chine, on va peut-être un peu rétro-pédaler ou pas du tout? Bon, d'abord, j'espère que ce qui se passe en Ukraine ne se passera pas ailleurs. Et il y a Taïwan, qui est quand même en menace dans le Pacifique. Enfin, disons que ça peut possiblement se passer un peu partout. Il faut que ça nous serve de leçon. Dans tous les cas, alors... Évidemment, chaque discussion est différente et chaque accord sera différent en fonction de qui est le partenaire économique et quel est le fonctionnement aussi politique.
quand on le fait, on doit être conscient. Et c'est la même chose pour une entreprise qui décide d'aller commercer en Chine ou en Russie ou ailleurs. Et il y a une discussion à savoir, oui, c'est un grand marché, mais oui, le système politique est très différent. Et ça comporte des risques. Et aujourd'hui, on est clairement face à ces risques. Donc on ne commerce plus qu'avec les États-Unis aujourd'hui. Non, mais oui, mais de toute façon, il va falloir se reconfigurer. Parce qu'il y a une chose, une leçon qu'il va falloir qu'on tire, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux dictateurs et aux régimes autoritaires. Parce qu'ils ne nous aiment pas, ils nous mentent. Comme la Chine a menti quand elle est rentrée dans l'OMC, elle a dit qu'elle respecterait les règles, elle n'a pas respecté les règles. Comme Poutine n'a cessé de mentir, comme les mollahs mentent, ils nous mentent. Et en plus, ils deviennent de plus en plus dangereux si jamais ils forment un axe contre les démocraties. Donc il va bien falloir qu'on se reconfigure et qu'on apprenne à plus faire confiance à des dictateurs. Tout à l'heure, on parlait des valeurs. Moi, je défends les valeurs. Je pense que nos valeurs sont, mais je ne dis pas la valeur des gens. Les gens, je n'ai pas d'idée là-dessus. Qu'un Russe, on a des généralités sur les Russes ou sur les Allemands, pour moi, c'est des généralités racistes. Donc, je n'ai pas d'idée sur la valeur des Russes. Ça dépend de... Voilà. Et j'aime la littérature russe, j'aime les génies russes, les musiciens russes. Voilà, bon. Mais c'est la valeur des valeurs. Ça, on ne peut pas dire... Elles sont aussi bonnes ici que là. Ce relativisme des valeurs, c'est ce qui nous a fait. C'était l'alibi pour faire n'importe quoi, notamment au point de vue économique, avec n'importe quel pays. Les valeurs ne se valent pas. Les gens, oui, peut-être. On ne peut pas avoir ce jugement. Pardon, Anne, j'ai... Anne y va, justement. La valeur démocratique, est-ce que c'est une composante de la mentalité russe ? Apparemment pas jusque-là. Il y a eu une très brève période sous Yeltsin qui s'est terminée par Poutine. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe au sein de la société russe aujourd'hui ? Non, mais je voudrais répondre à Philippe Val. La valeur, je comprends ce qu'il vient de dire, mais ce que Philippe Val vient de dire ne changera absolument rien à un fait qui va perdurer, qui est que d'autres personnes sur cette planète ont d'autres valeurs que nous. Et que ça, il faut qu'on en tienne compte parce que c'est la vie, le vivre ensemble, si je puis dire, au niveau global, planétaire. Et que s'il y a bien une chose qui regroupe tout le monde, si je peux être un petit peu cynique avec de l'humour, c'est le commerce. Et que quelqu'un d'entre vous disait là à cette table, il faut essayer de savoir à l'avance, avoir tout ça à l'avance en tête pour savoir avec qui on va commercer. Aucun homme d'affaires, et Metin Arditi va vous le dire, ne fonctionne de cette façon-là. Un homme d'affaires fait de commerce sans avoir justement forcément des valeurs déontologiques et éthiques. Mais ça, je pense que franchement, c'est une la palissade. Anne, je suis d'accord. Du peuple russe aux valeurs démocratiques, on ne peut pas en douter. On ne peut pas douter du fait que, mais en fait, ça dépend de ce qu'on entend par une fois de plus, vivre en démocratie. En Russie, ça n'est pas la même chose que vivre en démocratie en France ou en Suisse. Donc les Russes ont un goût de ce système qui a été développé par Vladimir Poutine d'ailleurs depuis 1999, c'est-à-dire longtemps et en même temps très peu de temps depuis la fin de ces 7 décennies de soviétisme. Et ce goût est différent du nôtre. Donc évidemment, ils n'y mettent pas la même chose que nous. Mais ces gens-là, qui ont prospéré pendant les 30 dernières années dites démocratiques, post-soviétiques en tout cas de la Russie, ils n'ont pas du tout envie que ça change. Et c'est pour ça que ceux qui pouvaient se le permettre sont partis, beaucoup d'autres sont restés en espérant que ça va pas trop influencer en négatif leur façon de vivre. Et puis une certaine partie de la Russie est indifférente parce qu'elle n'a pas justement eu les côtés positifs de ce système économique libéral presque post-capitaliste, j'allais dire. C'est qu'il ne faut pas qu'on délire là non plus en Occident en se disant que si tout d'un coup Poutine chutait, ça serait Navalny ou quelqu'un qui partagerait entièrement notre vision des choses qui accéderait au pouvoir. C'est peut-être pire que Poutine. D'avoir quelqu'un d'autre. On ne sait pas qui. Ah ouais. Non, c'est très intéressant. Poursuivez. Pire que Poutine. Bien sûr. Je pense que les Russes peuvent avoir peur de ça. Peur d'avoir quelqu'un d'autre. Les Russes peuvent avoir peur. Ouais. D'accord. Blaise Matin, vous vouliez réagir ? On y va parce que moi je m'interroge. On parle beaucoup des Russes et pas des Ukrainiens. Le thème du débat, il est sur les Russes aujourd'hui. Que veulent les Ukrainiens ? On a tous des amis ukrainiens. J'étais juste avant Maïdan à l'époque. Et franchement, on était dans un régime qui était complètement sous l'allégeance de Moscou. Et de l'autre côté, on avait des jeunes qui aspiraient à autre chose.
On vient de parler de valeurs, c'est ça. En fait, on a un conflit de valeurs. Je respecte tout à fait le fait que les Russes veulent vivre différemment, à la condition qu'ils n'imposent pas leur modèle à d'autres. Et c'est là que j'ai un problème, actuellement. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire à Anne Niva, c'est que je ne nie pas qu'ils aient d'autres valeurs et qu'on ait les nôtres, mais je ne supporte que très difficilement le fait qu'on ne revendique pas nos valeurs et qu'on ne soit pas le défenseur de nos valeurs. Attendez, Anne Niva, oui, vous vouliez réagir à Philippe Ball, et ensuite ça sera Metin Arditi sur les valeurs du commerce. Nous sommes d'accord, mais moi je ne suis pas Vladimir Poutine, donc je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine. Il a décidé de faire cette offensive contre l'Ukraine et nous en subissons les conséquences désastreuses, catastrophiques, absolument. Mais Vladimir Poutine ne représente pas complètement le peuple russe. Metin Arditi. Oui, moi j'en reviens à cette question de religion. Parce que ça, c'est quelque chose... Mais la religion du commerce. Très important. La religion du commerce, quelle est-elle ? N'oublions pas, non, la religion de la religion. Si nous étions en Russie aujourd'hui, qu'on faisait une table ronde aujourd'hui sous l'égide de Poutine, eh bien, au lieu de M. Maté, il y aurait un représentant de l'Église, du patriarcat de Moscou. Il y aurait Kirill. Et voilà. Et le truc... Il a vraiment, c'est pas pour tirer la couverture au turco-grec que je suis, mais le truc, il a commencé en 2018 quand Bartholomé, patriarche de l'Église orthodoxe de Constantinople, a reconnu l'autocéphalie exactement de l'Ukraine. Et ça, c'était une gifle à Poutine, une grosse baffe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi les conséquences de ça. Donc là, on n'est pas dans des valeurs comparables. On est dans des valeurs qui sont totalement différentes. Et ce qui est, par exemple, en France, on a la loi de 1905 qui sépare l'Église de l'État. Le grand problème dans cette histoire, c'est le mélange, avec l'influence de Kirill, le mélange de la religion et de la politique. Et quand il y a ce mélange, c'est la catastrophe. Et Dieu sait si la religion orthodoxe se mélange à la politique. Et Dieu sait. Et Johanna Ghapani, justement, si la guerre cesse et que Vladimir Poutine ne tombe pas, est-ce qu'on va recommercer avec Vladimir Poutine ou on va faire un Iran, un Cuba bis de la Russie aujourd'hui ? Bon, déjà, j'espère que la guerre va cesser aussi vite que possible et c'est ce à quoi je pense qu'on aspire aussi tous autour de cette table. L'avenir, tout dépendra de ce qui va se passer. Il y a une chose qui est sûre, et je l'ai dit avant, c'est qu'elle a mis en évidence certaines de nos faiblesses vis-à-vis de pays comme la Russie, mais c'est aussi le cas d'autres pays. Et on doit absolument garantir désormais qu'on n'a plus cette dépendance qui nous permet pas d'être libres finalement dans une situation comme celle-ci. Mais bien évidemment, c'est pas le cas que de la Russie. Mais si Poutine maintient avec la guerre cesse, est-ce que la Suisse va recommercer avec Vladimir Poutine ? Très prétentieux de vous donner une réponse maintenant. L'avis de la vice-présidente du PLR. Je ne connais pas de quoi sera fait la situation de demain. Et véritablement, j'espère que ça sera terminé aussi vite que possible parce que c'est évidemment un désastre en termes humains. En termes économiques, on l'a dit aussi, même s'il y en a qui tirent leur épingle du jeu, et puis en termes environnementaux aussi. Ça va être un peu comme la circulation routière. Avant, il y a des années, on pouvait rouler à 160 sur les autoroutes. Là, en économie, on va limiter un petit peu. On va recommencer à travailler avec les Russes. Si ça s'arrange, mais la vitesse sera limitée à 90 sur les autoroutes. Et c'est quoi la limite, justement, Blaise Matek, on va se fixer? Est-ce que ça sera possible de lever les sanctions? Parce que j'aimerais juste dire, par exemple, l'Iran est toujours sous sanctions et les États-Unis ont dit que même s'il y avait un accord sur le nucléaire iranien, ils ne lèveraient pas les sanctions. Donc c'est quoi la limite des sanctions aujourd'hui contre la Russie? C'est la fin de la guerre en Ukraine? Dans le cas de l'Iran, c'est un peu différent parce que les États-Unis ont été humiliés par l'Iran à l'époque. Il faut quand même voir le contexte qui est très très différent du contexte qu'on vit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu les otages, il y a eu un assaut sur l'ambassade, enfin tout a été violé d'une manière éhontée. Ça l'est aussi avec l'Ukraine, mais ça l'est différemment. À mon sens, et là je suis Mme Ghapani volontiers, mais je ne peux pas y croire. C'est-à-dire que la Suisse n'a pas de matières premières, on nous enseigne ça à l'école primaire déjà, et la réalité c'est qu'on doit commercer avec un maximum de pays. Et on utilise le commerce comment en Suisse, en disant voilà, on défend des valeurs aussi. Quand M. Cassis va en Chine, par exemple, eh bien, il parle des droits de l'homme.
Ça ne nous empêche pas de commercer avec, on n'est pas en conflit, mais on essaie de rappeler qu'il y a un certain nombre de valeurs qui nous paraissent essentielles. Ça n'empêche pas le commerce, mais on essaie de l'utiliser comme un élément d'influence, de changement. C'est bon pour l'image de marque, mais en même temps, pas du tout. on ça n'a rien change à voir, rien à la chose. Non, vous comprenez. La caricature, j'ai bien entendu Anne y va, mais j'entends c'est la caricature de dire qu'on ne réfléchit pas à la façon dont on va investir dans un pays. Tout le monde y réfléchit. M. Arditi a réfléchi avant les investissements qu'il a consentis dans le passé. Et heureusement. Et heureusement. Et là, le risque que vous prenez, évidemment, vous l'analysez au départ, mais vous l'analysez pendant. Vous essayez de voir ce qui va se passer. Vous avez un peu de peine à l'heure actuelle à vous dire en quoi il va consister précisément, mais vous êtes sans cesse en train de le faire. La gestion du risque est devenue maintenant un élément absolument moteur de toutes les entreprises. Il y a un risque politique, il y a un risque social, il y a un risque économique. Est-ce que ça vaut la peine de rester? Est-ce qu'il faut partir? C'est ça qu'on doit analyser tous les jours dans une entreprise, c'est ce qui se fait actuellement. Mais à votre avis, justement sur les sanctions, sur la levée des sanctions, est-ce que vous pensez que la Suisse, du moment où justement... ne pourra rien faire si elle n'est pas dans le contexte international. Ça veut dire que c'est qui décide? Qui lève les sanctions? Écoutez, l'Union européenne et les États-Unis ont un mécanisme de sanction à peu près identique. Allez le consulter, vous verrez que c'est très similaire. Dans cette affaire-là, la Suisse a décidé de suivre, elle ne pouvait pas faire autrement. Ça lui vaut une reconnaissance internationale qu'elle n'avait pas il y a quelques années. Et j'en suis très heureux de ce point de vue-là. Je peux vous dire qu'on a normalisé les relations. Combien de mes collègues, la semaine dernière, m'ont dit « Ah, mais la Suisse a changé. Vous n'êtes plus neutre comme avant. » Non, la Suisse est toujours neutre. Simplement, sa neutralité a évolué en fonction du risque. Et le risque actuellement, c'est un boycott tel que la Suisse soit impactée très durablement. D'accord, mais qui va décider de la levée des sanctions? Mais les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Mais vous verrez que c'est comme ça que ça va se jouer. Ce n'est pas la Suisse qui peut en décider, voyons. Et vont-ils le faire? Est-ce que Joe Biden pourrait décider, justement, même avec la cessation des hostilités militaires, de lever les sanctions contre Vladimir Poutine? À supposer que la Russie décide de créer un fonds pour la reconstruction de l'Ukraine, à ce moment-là, M. Biden trouvera peut-être le geste formidable et dira ça vaut la peine de lever les sanctions à ces conditions-là, par exemple. Anne Niva, je vous vois fébrile. Pour dire, je crois que si on va vers un cessez-le-feu ou des négociations, justement, la Russie voudrait, elle l'a déjà dit, imposer un certain nombre de choses, comme la neutralité stratégique de l'Ukraine. Enfin bon, discuter de cela. Et aussi, surtout, pour répondre à votre question, que le retrait de ces troupes, des troupes russes en Ukraine, serait échelonné, vérifié et surtout conditionné à la levée des sanctions et à l'engagement que l'Union européenne finance la reconstruction en Ukraine. Il en a été question et ça, on va sans doute en reparler prochainement. Donc ça, c'est pour essayer de répondre à votre question. Merci. Philippe Val. Non, mais justement, c'était la question que je voulais poser. Qui c'est qui va reconstruire en Ukraine? Qui est-ce qui va payer? Parce que des villes, il va falloir remettre, ça va coûter des sommes, des milliers de milliards. Ce que les bombes à la con sont en train de défoncer de façon aveugle et stupide, ça va coûter des millions de milliards, vraiment. Voilà. Qui va payer? Mais est-ce que la Russie, finalement, Metin Arditi, aura encore besoin de nous, de l'Occident, justement, pour commercer après? Parce qu'on parle beaucoup des accords chinois, et ça sera probablement la dernière question. On va avoir des accords chinois, mais justement, on voit qu'effectivement, sous sanctions depuis 2014, elle a reconstruit son industrie agricole, en tout cas. Est-ce que, finalement, à la fin de la guerre, il n'y aura pas... La Chine est un pays industriel, la Russie n'est pas un pays industriel. C'est un pays qui a des matières premières, des ressources naturelles. Ce n'est pas un pays industriel. Donc, forcément que la Russie aura besoin de commercer avec l'Occident comme avec la Chine. Et le problème que posent les pays qui ont des ressources naturelles et qui n'ont pas d'industrie, c'est des pays négligents, c'est que la population ne travaille pas. Enfin, il y a toute une... Pas toutes, il y a des gens qui travaillent en Russie, mais c'est une mentalité très particulière, qui est une culture qui permet d'emberger à autre chose. Les gens ne foutent rien. Pendant les 70 ans du communisme, ils n'ont rien fichu pratiquement, ou très peu. Ils ont très peu travaillé. Enfin, il y a évidemment des ouvriers dans des usines, mais ce n'est pas la majorité des gens. Le niveau de travail est très bas, et ça fait une culture très particulière. Il n'y a pas d'industrie, c'est ça, c'est très juste ce que vous dites. Vous êtes d'accord ? C'est vraiment ça. Et puis, il y a encore de nouveau cette question, à mon avis, on pourrait creuser un tout petit peu, qui est le mélange de la religion avec la politique. Et ça, c'est une mentalité que nous avons perdue en Europe. Nous ne réfléchissons plus
dans ce sens. Il y a la loi de 1905 en France, mais dans les autres pays aussi. Il y a trois choses. La religion, mais en même temps, près d'un siècle de soviétisme aussi, ça l'a quand même pas mal abîmé. Là, on va pas réouvrir le débat parce que c'est l'heure maintenant justement d'Alexandre Kominak qui doit nous dire ce qu'il pense justement du Russian bashing et qu'on retrouve après quelques semaines d'absence. Alexandre Kominak, quel plaisir de te revoir parmi nous. La cancel culture, elle est là. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour. Bonjour, j'ai pas vieilli, non, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'étais pas là et ça fait vraiment plaisir. Ça va, Laetitia ? Ça fait plaisir de t'en voir, ouais, ça fait un bail que j'étais pas là parce que c'est la guerre. Voilà. Ouais. Alors, je te rassure, Philippe, j'étais pas en Ukraine. Même si j'ai un petit look Zelensky là aujourd'hui, par hasard. Mais non, je suis pas parti en Ukraine. Non, j'arrive. Il a commencé comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Comédien en plus, juif en plus, plein de points en commun. Peut-être que je devrais partir. Non, je vais pas y aller. Non, déjà que j'arrive pas à organiser mes vacances au mois d'août, donc non. Et puis le truc le plus militaire que j'ai fait ici, moi, c'est la protection civile. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, ça te dit quelque chose, toi, non ? Oui. Ouais, la protection civile, pendant le Covid, j'avais une mission, c'était de dire aux gens dans la rue de porter leur masque. Voilà. Et s'ils refusaient, ben, je ne pouvais rien faire. Voilà. Enfin, si je devais le dire à la police. Voilà. Moi, on m'a expliqué que mon travail, c'était la délation. Et ça, je suis sûr que ça te parle, parce que tu es français et ça fait partie de votre histoire. Bref, on est dans une phase où tout le monde supporte l'Ukraine à mort. Et bon, c'est compréhensible, mais il faut dire que le bashing russe en ce moment, c'est quand même, moi, ça me fait marrer, quoi. C'est fou, les grandes marques qui ferment leurs boutiques. Même il y a certains sites porno qui ont fermé en Russie. Et alors ça, je trouve que c'est débile. Parce que justement, moi, j'aurais plutôt offert un abonnement premium. Il faut peut-être qu'il se détende un petit peu, Vladimir. Après, je ne suis pas expert en géopolitique. Mais le soutien le plus courageux en ce moment, je trouve que c'est nous, ici. C'est les gens qui portent des pins. Ouais. Ça, c'est les gens qui portent des pins aux couleurs de l'Ukraine. Ça, c'est. Je pense que si Vladimir Poutine sait qu'on porte des pins, là, il doit baliser. Ah, il va flipper. Il va flipper. Et puis ça va vraiment dans tous les sens. On porte des pins, on arrête de boire des Moscow Mule. J'ai un pote qui m'a dit j'arrête le caviar. J'ai dit mais depuis quand t'en manges ? T'es à l'hospice général. Donc vraiment. D'ailleurs, ce qui m'énerve moi le plus en ce moment. C'est les gens qui partent pour sauver des vies en Ukraine. Alors, je trouve ça super, mais ça m'énerve, parce que je regardais la télé, puis il y a un Français qui disait j'ai tout plaqué. Non, tu bossais dans un Franprix à Clermont-Ferrand, t'as rien plaqué du tout. Tu as fui Clermont-Ferrand. À part l'équipe de rugby, personne ne plaque quoi que ce soit à Clermont-Ferrand. C'est dégueulasse, Clermont-Ferrand, à tel point qu'en arrivant à Mariupol, il a dû se dire mais à quel moment j'ai fait demi-tour. Vraiment, je parle en connaissance de cause. Bref, Laetitia, moi je suis pas là longtemps et je suis peut-être pas parti en Ukraine, mais voilà, j'aide à ma manière ici. C'est-à-dire que, parce qu'avec le Covid, la guerre, la menace nucléaire, les gens qui votent Mélenchon, on a quand même tous les signes qui annoncent l'apocalypse. Donc moi, je reste sur place pour inciter les gens à profiter de la vie qui nous reste. Voilà. Donc jeune demoiselle, si tu veux vivre la fin du monde sous la couette, 078 864. Bon, Alex, merci beaucoup. Jaune ou pas jaune, vraiment, c'est... Même les mecs, on est sur une fin du monde... Je veux rien rater, moi. Merci beaucoup, Alexandre Kominak, et merci à vous toutes et tous autour de cette table. Le point sur le Russian bashing. Jusqu'où faut-il frapper la Russie et avec quelles conséquences? C'est fini. La semaine prochaine, on se retrouve à Paris pour une émission spéciale élection présidentielle. Ce sera à 19h30, notez bien, 19h30 jusqu'à 21h, avec annonce des résultats à 20h et beaucoup de beau monde sur notre plateau. Nos compatriotes Céline Vara et Christian Lucher, et du côté français, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, Jean-Marie Le Pen, Jean-François Kahn, Elisabeth Lévy, Gérard Miller, Rachel Kahn et d'autres encore. Et bien sûr, notre colonne vertébrale, Philippe Val. Donc dimanche prochain, rendez-vous en direct de Paris dès 19h30. En attendant, très bonne semaine à toutes et tous.